Ici Michel Beausoleil, bienvenue à cette émission soulignant les 15 ans du Festival de films pour l'environnement. Je suis en compagnie du cofondateur et directeur artistique Léo Denis-Carpentier. Salut Léo. Monsieur Beausoleil. Léo, on va voir la deuxième partie de Terre à la dérive dans quelques instants. Peut-être rappeler le contexte en fait de ce documentaire. Oui, bien, ce qui est arrivé, c'est que Pascal Gélina, réalisateur, avait fait un film qui s'appelait Le Porteur d'eau, qui a gagné des prix en Australie, en Tunisie, en France et au FFPE. En 2007, a remporté le Grand Prix et le prix du public. À partir de ce prix-là, on a tourné avec lui le Terre à la dérive, qui est un moyen-métrage de 35 minutes, dont on a présenté la première partie lors d'un autre épisode, notre émission. Et là, aujourd'hui, on va présenter la deuxième partie. En fait, si on revient à Le Porteur d'eau, c'est que M. Gélina a suivi M. Raymond de Donnacona, qui est originaire de Donnacona, qui est un travailleur humanitaire, qui était à l'île de Flores, en Indonésie française, où il a aidé les gens, les villageois, à avoir de l'eau potable en permanence, parce que sinon, il fallait qu'ils montent dans la montagne avec des cruches à la tête. C'est assez impressionnant. C'est un très beau film, d'ailleurs, à voir, un très beau documentaire. Et il les a suivis, il a suivi ce personnage-là, qui est un Québécois, puis qui s'est installé là-bas, puis qui continue, d'ailleurs, aujourd'hui, encore en 2017, de faire des petits, comme on peut dire, là-bas. OK. Et ça traite quand même la terre à la dérive, ça traite de l'agriculture en général. Exactement. Terre à la dérive, l'idée de Pascal, c'était de retourner sur les terres de ses ancêtres, Gélina, donc en Mauricie, et aussi dans Port-Neuf, voir où est rendu aujourd'hui l'état des agriculteurs, les familles d'agriculteurs, qui disparaissent de plus en plus. Je pense que c'est 6 fermes d'agriculteurs par semaine qui disparaissaient en 2008 lorsqu'il a fait ce film-là. Pour faire place à des méga-cultures. Donc, ça cause des problèmes socio-économiques, les impacts culturels. Sont importants. Oui. Et il faut, je pense, prendre connaissance de ça. Ça vide les petits villages, les régions. Et les régions du Québec, c'est quand même là si on veut avoir une continuité alimentaire, il faut vraiment protéger nos régions, nos fermes, les terres agricoles. C'est un peu là-dessus que porte Terre à la dérive. Alors, on écoute la deuxième partie de Terre à la dérive après la pause. L'auberge du couvent de Saint-Casimir. Un lieu idéal pour les familles tricotées serrées, les cyclistes et tout le monde, quoi. 34 chambres uniques, des cuisines équipées, des salons et des salles de réception. Apportez votre vin, votre bière, votre porto. L'auberge du couvent, le berceau du FFPE. Une loi est excellente au moment où on la passe, parce qu'elle part d'un besoin très précis, ainsi de suite. Le malheur, un peu dans nos sociétés, c'est qu'on oublie par la suite des adapter au fil des ans, au fil des changements qui se produisent. Et la loi de zonage, comme la loi de stabilisation, comme la loi de crédit, comme les grandes politiques agricoles, en fait, font en sorte que quand on ne débat pas régulièrement de leur importance, de leur application, ainsi de suite, bien, ils se dénaturent avec le temps. Alors, la loi de zonage était excellente au départ. C'est une loi qui est encore aussi essentielle qu'elle l'était au moment où elle a été mise en place, sauf qu'il faut trouver le moyen de l'appliquer de façon un peu différente, de l'adapter aux besoins qu'il y a aujourd'hui, parce que on s'aperçoit que elle est un frein, dans certains cas, dans certaines zones, en fait, à une diversification, non seulement de l'agriculture, mais de l'ensemble des économies des régions. Je ne sais pas pourquoi que le zonage agricole empêche ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il faudrait lui demander quelle réponse qu'on aurait, je ne sais pas. Pourquoi ils ne sont pas en faveur de faire des lots que les gens puissent habiter, puis vivre dans le milieu, puis... On a décidé juridiquement quel revenu que je dois avoir, comment que ça me prend pour vivre. Alors que ça, c'est une décision personnelle, ça. Moi, je peux décider que j'ai assez de 15 000 ou 20 000 $, puis moi, cultiver mes légumes, moi, élever mes animaux, ainsi de suite. Je peux décider ça comme je peux décider que je veux faire 100 000 $ par année. Ça, c'est une décision personnelle. Une bureaucratie n'a pas à décider ça. Et quand elle se mêle de définir, en fait, qu'est-ce qui est bon pour moi,
mais je pense qu'elle est en dehors du rôle qu'elle doit jouer, qui est le développement territorial. Si on continue dans la fuite en avant dans laquelle on est à ce niveau-là, à l'heure actuelle, c'est sûr qu'on va être mis hors combat par une grande partie de notre faute, en fait. Mais attention, le fin limier que je suis a retrouvé un jeune agriculteur heureux de son sort. Et voici ce qui fait son bonheur. Mes vaches. C'est ma discipline. C'est ma routine. C'est mon début de journée. Je dis que c'est mes filles. Je dis ça à la blague, mais c'est le soir, quand je vais faire mon tour à l'étable en dernier vers 9 h, je m'en vais coucher mes filles. C'est ma dernière tournée. Je vais voir si tout est correct. Je suis pas en amour avec mes vaches. Mais écoute, c'est la raison d'être d'une ferme laitière. C'est le pivot central, c'est le principal élément. Mes traites, c'est mes moments stables de la journée, c'est mes moments prévisibles de la journée, c'est mes moments où je décompresse. Le matin, on se réveille avec ça, puis le soir, on fait le bilan de la journée avec ça. Si Frédéric file le parfait bonheur, c'est parce qu'il a hérité de la ferme de ses parents. Ça semble aller de soi. Mais pour les parents d'aujourd'hui, c'est un legs qui demande beaucoup de générosité. Vous avez utilisé le mot « legs » et c'est vraiment ça. C'est léguer. C'est une renonciation importante financière. Parce qu'il y a deux choix que les parents ont quand une relève qui est intéressée. Le premier choix, c'est d'ignorer la relève et de démanteler la ferme. C'est ce qui, monétairement, va rapporter le plus. La deuxième option, c'est d'accepter la relève et de faire un legs important à la relève. Alors, il faut pour ça que la ferme soit en bonne situation financière pour être capable d'absorber la relève et de pouvoir offrir une retraite confortable aux parents. C'est un sacrifice de mes parents au niveau financier, puis leur volonté à ce que l'entreprise continue, qu'il y ait une autre génération qui exploite la même entreprise. Frédéric représente la 4e génération sur cette ferme. Il opère une terre qui, avec ses 60 vaches, vaut maintenant 2 millions de dollars. S'il n'en avait pas hérité de ses parents, pourrait-il racheter la même terre aujourd'hui? Impossible. Impossible, à moins d'avoir gagné à la loterie ou avoir un parent qui m'aurait soutenu financièrement. Sinon, à valeur marchande actuelle des terres, des équipements et des quotas, c'est impossible. C'est impossible. Qui peut se payer une terre de 2 millions de dollars? Sûrement pas la relève. De plus en plus, ce seront des compagnies très riches, souvent étrangères. Ainsi, nos terres partent à la dérive et le peuple part pour les villes. Les campagnes se vident. Les forges, les garages de rang, les commerces de village ferment les uns après les autres. Pendant longtemps, l'épicerie se faisait au village. On achetait localement. On faisait marquer ses achats. Et on pouvait payer après avoir fait boucherie ou vendu les récoltes. Aujourd'hui, le supermarché a pris toute la place. Avec sa façon de couper les prix avec des produits importés, il contribue à la pollution et au dépeuplement de nos campagnes. Puis il est pas rare aujourd'hui de voir du monde embarqué dans le char, puis gagner Québec, puis aller faire l'épicerie à Québec, puis revenir. Puis là, ils ont pensé faire une économie. Hey, on a eu du choix, puis on a fait une économie. Mais si tu analyses comme il faut, là, peut-être que tu as dépensé pas mal plus que tu penses. Tu as tout bien dépensé de ton futur, mon petit bit. De ce qui te tombe du nez. Alors, quand vous achetez, par exemple, des fraises de la Californie, en plein dans le moment où on produit nos fraises ici, bien, c'est évident qu'ils ont voyagé. Hein. Ils ont voyagé par avion. Hein. Ça pollue. Quand vous achetez de l'agneau au marché, de l'agneau frais,
qui vient de la Nouvelle-Zélande ou de l'Australie, bien, c'est sûr qu'il s'est envenu par avion, par conteneur, puis on achète à l'heure actuelle des framboises du Chili. Pensez-y une minute, là. Si le consommateur qui pense ça 30 secondes, là, il n'achèterait jamais ça, là. Parce qu'il ne peut pas avoir un discours environnemental puis dire c'est catastrophique, la planète est en train de sauter, puis ainsi de suite, puis continuer à acheter des produits qui nous viennent de l'extrémité de la planète et qu'on ne se préoccupe pas, premièrement, comment ils ont été produits, deuxièmement, tout le transport qu'ils ont fait, ça l'a pollué. C'est entre 2500 et 4000 km en moyenne que les aliments qu'on arrête font aujourd'hui avec la mondialisation. Les jeunes de la ferme Terra Sativa ont trouvé une solution à ce problème. Ils viennent de la ville et se sont regroupés pour racheter une terre en friche depuis 20 ans. Ils cultivent de façon biologique et ils survivent grâce à l'agriculture soutenue par la communauté. Une nouvelle façon pour les gens de la ville d'avoir accès aux produits de la campagne. C'est un abonnement, un peu comme on s'abonne au journal. Et puis, on paye bien souvent d'avance, puis on reçoit nos journaux par la suite. À la ferme ici, c'est le même principe. Les gens achètent leurs légumes de l'été qui s'en vient. Et la ferme s'engage, elle, à faire cette livraison de légumes une fois par semaine pendant 16 semaines, début juillet à fin octobre. Mais c'est comme si tout ce monde-là avait un potager de 10 mètres par 10 mètres avec ses légumes en arrière. Puis vu que tout le monde est en ville, puis que chacun a maintenant des emplois qui n'ont plus le temps, la façon de se communiquer avec la campagne, c'est qu'ils nous demandent de gérer son jardin de 10 mètres par 10 mètres. Nous, on peut se dire qu'on nourrit environ 300 personnes avec les légumes qu'on sort de nos jardins. On a 150 paniers. C'est généralement des couples ou des familles. On arrondit à 300 personnes. L'équiteur aime bien parler des fermiers de famille, faisant référence un peu aux médecins de famille. Plus on aura de fermiers de famille, moins on aura besoin des médecins de famille. En faisant l'agriculture biologique, en nourrissant les gens de façon réfléchie, avec des produits sains. Faire de l'agriculture, c'est réussir à avoir un environnement sain, puis un sol sain, puis équilibré, qui va permettre à faire des plantes qui sont saines après. C'est ce qui a été fait à grandeur de la planète depuis que l'agriculture existe, jusqu'à tout récemment. L'agriculture biologique, c'est pas une nouvelle tendance, c'est ce qui a toujours été fait. Mais les jeunes de Terra Sativa font plus que produire d'excellents légumes. En se réunissant avec d'autres producteurs de la région, ils refont ce que nos ancêtres ont toujours fait. Ils ont créé un marché où la production arrive directement à la population. C'est des aubergines. L'idée est excellente, elle est brillante. Surtout avec l'ambiance qu'on a ici, avec le décor, c'est super, c'est vraiment l'ambiance d'antan. On peut vendre nos légumes aux résidents de Chambault. Ça vient de Neuville, ça vient de Saint-Raymond, ça vient de tout le comté pour venir acheter nos légumes. Ça crée des liens aussi avec d'autres producteurs et on peut s'apercevoir comment il y a une petite vie qui s'installe. Les gens ils sont contents de venir au marché. Ils sont déjà en train de s'ennuyer pour la période où on ne sera pas là. Moi, je pense que c'est la solution à beaucoup de problèmes, d'acheter local, puis que les marchés émergent. Pour que ces marchés-là émergent puis qu'ils demeurent, mais il faut que les gens les encouragent. Et c'est un mode de vie qu'il faut développer. C'est pas une mode, c'est un mode de vie. La solution de l'achat local, ça va toujours être favorable, que ce soit présenté pour n'importe quoi, puis pas juste en agriculture. Que le produit qui est acheté a été fait par quelqu'un proche de chez vous, puis que les sous qui vont être investis vont aller vers quelqu'un qui est proche de chez vous, que lui va pouvoir les réinvestir proche de chez lui également, que ça fasse le moins de dommages à son environnement, parce que moins emballé, parce que moins de transport, parce que plus proche, que ce soit pour une paire de chaussures ou un sac de patates.
faut regarder qu'est-ce qui se cache derrière l'aliment aussi. La méthode de production qui vient en arrière de ta carotte, de ta patate, de ta tomate. Ça, tant qu'à moi, c'est quelque chose d'assez important à prendre en considération. Plus on s'informe au niveau de notre alimentation, plus on est en mesure de faire des choix raisonnables. Et si le gouvernement faisait lui aussi des choix raisonnables? Ceux qui, comme les jeunes de Terra Sativa, pratiquent une agriculture durable n'ont pratiquement pas droit aux fonds publics. Des fonds qui proviennent pourtant de nos impôts. En fait, le quart des fermes du Québec reçoit les 2/3 de l'aide gouvernementale. Il s'agit des fermes les plus grosses, celles qui souvent polluent le plus et contribuent à dépeupler nos régions. Quant à la moitié des fermes du Québec, qui sont plus petites, elles ne reçoivent presque rien. C'est que l'État subventionne le volume, pas la qualité. Est-ce la façon de développer nos régions? Est-ce la façon de protéger l'environnement? Puis celui qui pollue le plus, puis qui met le plus de pesticides, mon œil, le petit producteur, il fait attention parce qu'il aime sa terre, puis il en prend soin, puis je le sais qu'il va faire attention au cours d'eau. La grosse compagnie qui a 5 000 hectares, elle, c'est un employé qui est dans le tracteur, puis la rampe passe au-dessus de la rivière, puis il s'en maudit comme l'an 40, parce que lui, il est payé pas cher, puis il dit « Je peux finir ma journée, que je quitte mon camp maison. » Puis il le fait pas par amour, alors que mon voisin, il va le faire par amour. Alors, c'est toute la différence. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, moi, je pense qu'il faut changer de paradigme. Il faut sortir du modèle dominant dans lequel on est. C'est que faut que tu sois gros. Il faut, encore une fois, revenir à un équilibre dans ça pour permettre l'établissement. Il n'y a pas 36 moyens, il n'y a pas... C'est pas sorcier, cela, là. C'est que faut donner l'opportunité à l'intelligence, l'innovation. Et je veux dire, il y a beaucoup de relèves. C'est pas ça qui manque, la relève. Ils ne sont pas capables de s'établir. Il faut modeler les politiques en fonction de ça. Si on fait en sorte que c'est plus possible de faire de la production au Québec, bien, on va être dépendant de d'autres pays. Alors, il y a des pays qui ont connu ça pendant la guerre. Nous autres, on n'a jamais connu ça. Alors, c'est dur de sensibiliser le monde autour de ça, mais il faut un peu apprendre l'histoire. Il faudrait retenir un peu les leçons de l'histoire, là, hein? Alors, il y a des pays qui ont connu des grandes famines, justement, parce qu'ils avaient délaissé cette sécurité alimentaire-là. Ils n'ont pas développé dans sa pleine possibilité la sécurité alimentaire. Alors, c'est ça, le risque. Et ça, là, comme citoyen, tu as une responsabilité vis-à-vis de ça. C'est pas rien qu'une responsabilité gouvernementale ou d'un groupe en particulier. C'est une responsabilité globale de la collectivité. 80% des Québécois habitent maintenant les villes. Et ce qui nourrit les villes, ce qui alimente les supermarchés, c'est la campagne. C'est là que se trouve notre sécurité alimentaire. Mais les citadins ont perdu contact avec ceux qui les nourrissent. La campagne a besoin de nous, et il faut faire vite. Parce qu'au Québec, l'agriculture est en danger. Déjà, dans les dernières années, la concentration a fait en sorte qu'au-delà de 50 % d'agriculture se fait seulement dans 3 régions au Québec, les régions centrales. Et il n'en reste pas gros pour le reste du Québec, ça, là. 80 % de la transformation se fait dans la région métropolitaine. Déjà, on est rendu à un niveau qui est très inquiétant et très dangereux. Quand que 6 familles agricoles disparaissent chaque semaine, quand il y a un endettement qui achève de manger une partie du capital, en fait, quand que le niveau d'établissement en agriculture a diminué de plus que 50 % au cours des dernières années, et que 75 % en fait des entreprises agricoles au Québec à l'heure actuelle sont obligées d'aller chercher un autre revenu en dehors de l'entreprise, bien moi je pense qu'on a tous les éléments en place pour dire qu'il y a une crise majeure et de continuer dans la concentration dans laquelle on est à l'heure actuelle, bien c'est sûr que c'est un autre facteur qui nous mène à l'échec, si on veut.
Toutes ces granges-là, les vieilles granges là, qui s'en vont écraser, là, ça a tout habité, ça. Il y a tout du monde qui ont vécu là-dedans. Ouais. Il y a du monde qui ont vécu là-dedans. Ces vieilles granges-là, puis ces vieilles bâtisses-là là, qui sont toutes raquées comme des femmes, là, puis qui toffent la tempête, qui sont encore. Il y a un paquet de mains ridées qui ont travaillé là-dedans, qui ont bâti ça. Puis là, ça tombe en morceaux. Cette nuit, un veau est né à la ferme de mon cousin Denis Gélina. Pour les animaux, la relève n'attend pas. Mais pour mon cousin Denis, l'avenir est incertain. Comme la plupart des agriculteurs, il atteint l'âge de la retraite et n'a personne à qui léguer sa ferme. Que va devenir sa terre? Quant à mon grand-père, il est mort en ville il y a longtemps. L'ancien sellier était devenu agent d'assurance. Aujourd'hui, dans son village natal de Saint-Tite, les chevaux sont revenus. Il y a là plus de selle et de monture qu'au meilleur temps de mon grand-père. Cette année, on fête 40 ans ici à Saint-Tite. Depuis 40 ans, on a toujours une petite toune qui nous fait animer, qui nous fait vibrer. Alors, on vous demande à tous, debout! Le peuple fête son passé, à défaut de le revivre. Nous sommes lancés sur le cheval fou de l'économie. Si rien ne change, la chute fera mal. Et c'est parti. Troisième lancée.
En tant que député, mon premier objectif est de faire rayonner Portneuf, une région pleine de potentiel dont nous pouvons être fiers. Collectivement, nous avons réalisé de grands projets, que ce soit en éducation, en santé ou en culture, nous avons contribué au développement économique et social de notre région. Et l'avenir s'annonce tout aussi prometteur. Ensemble, continuons notre collaboration à ce bel essor. Bon 15e anniversaire au Festival du film pour l'environnement. Alors Léo, Pascal Gélinas, on peut dire que c'est un réalisateur qui a beaucoup d'œuvres à son actif. Oui, bien Pascal Gélinas, c'était un reporter, un cinéaste reporter qui a fait plus de 300 émissions à découverte à Radio-Canada. Il en a fait... c'est le gars qu'il faut souvent partir seul avec sa caméra pour tourner. C'est un cinéaste qui va tourner... il a fait aussi des documentaires sur Huguette Oligny, qui était la femme des dernières années de son père, Gratien Gélinas, sur Gilles Pelletier. Donc, il y a beaucoup d'expérience au niveau de partir seul avec sa caméra. Ouais. Donc, et ce qui est intéressant, c'est que il est retourné à l'île de Flores, suivre encore Gilles Raymond. 10 ans plus tard, en 2015-2016, il vient de sortir un nouveau film, Un pont entre deux rives, qui est vraiment intéressant, que peut-être on le projetterait éventuellement au FFPE. On veut l'inviter d'ailleurs au prochain FFPE, Pascal Gélinas. Oui. C'est quand même une grosse production quand on regarde le générique, il y a beaucoup de travail. Là. Oui, c'est que Pascal, étant donné qu'il s'est concentré à son tournage, à la scénarisation de son film, donc il partait souvent seul avec sa caméra. Mais lorsqu'il est arrivé le temps de créer la musique du film, c'est Jean Saint-Onge, un musicien connu, chef d'orchestre, on peut dire, là, qui fait beaucoup de musique de film, qui a fait de la musique qui est excellente. Et aussi, s'est concentré plus sur le mixage sonore, le mixage des images, l'étalonnage des images, donc la qualité des couleurs des images, tout ça. Donc, il a fait affaire avec une entreprise comme Cinescent, qui est un partenaire du FFPE. Il a mis, en tout cas, beaucoup. Moi, je trouve que c'est vraiment un beau film. C'est vraiment une très belle production qui a fait sa marque, d'ailleurs, ailleurs. Oui, il a gagné un prix, d'ailleurs, en France avec Terre à la dérive par après. Alors, Léo, merci beaucoup. Et merci à toi. Alors, ça complète pour aujourd'hui. On se dit à bientôt.